Au sommaire de ce 19h30, campagne électorale, meeting et les rassemblements se multiplient dans les provinces et les régions ce soir encore. Nous vous amenons voir ce qui se passe sur le terrain. L'élection, ce sont aussi les jeux des alliances. Et bien ce soir, nous vous proposons cette alliance dans le sanguier entre la NAFA et l'UPC, une alliance pour faire le plein des voix au soir du 22 novembre prochain. Et puis, dans l'actualité de ce 7 novembre, également, élection aux États-Unis, Joe Biden déclaré vainqueur aujourd'hui. Vous verrez le portrait du 46e président américain, même si Donald Trump n'a toujours pas accepté sa défaite. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue à ce 19h30. Cela fait presque une semaine maintenant qu'a débuté la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives du 22 novembre prochain. Sur le terrain, les acteurs politiques redoublent d'ardeur pour convaincre les électeurs. Ce soir, comme depuis le début de la campagne, nous vous emmenons dans les régions et les provinces pour vous faire vivre l'ambiance dans les meetings et autres rassemblements. Direction le palais de Kousia. Et tout de suite, nous nous rendons dans la région du sud-ouest, notamment à Dano et Diebougou, où Edi Komboigo est allé à la rencontre des militants du CDP. Dans son discours, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès a insisté sur les thèmes de la cohésion sociale, l'emploi et l'industrialisation. Compte rendu, Roméo Koyeta. Edi à Dano dans le Yoba. Il est un des leurs par alliance pour avoir épousé leur fille, Nicole Komboigo, née Soumi. À la faveur de cette bataille électorale, cette adoption prend une autre connotation. Il est baptisé lui-même Soumi pour entériner son appartenance au territoire d'Agara. Un acte symbolique selon l'intéressé qui n'en demandait pas mieux pour évoquer la richesse de la diversité ethnique du Burkina Faso. Dans les veines de mes enfants coule le sang Mwanga que je suis, le sang d'Agara qu'elle est, le sang Bobo que sa mère est, le sang Peul que ma grand-mère est. N'est-ce pas? Pour Edi Komboigo, cette diversité ethnique devrait être un bouclier contre les conflits intercommunautaires qui menacent fortement le vivre ensemble au Burkina Faso. C'est pourquoi le candidat du CDP fait de la cohésion sociale un axe central de son offre politique au Burkinabé, car convaincu que le développement du pays est tributaire de la paix et de la stabilité. Pour y arriver, sa stratégie est connue, la diplomatie sans la compromission. Dans son programme de gouvernance, il assure que le Yoba occupe une place stratégique en tant que province régorgeant d'énormes ressources minières. Regardez dans votre région, dans votre province. Il y a partout de l'or, des orpailleurs installés partout. On va les fouetter, on va les chasser. Au lieu de les chasser, il faut les réunir 10 à 10, 20, 20, 30, 30 pour leur créer des unités industrielles semi-mécanisées. Les 17 sociétés minières qui existent, il n'y a aucune à capitaux nationaux. Aucun actionnaire burkinabé. Et on en est fiers. C'est notre or. C'est d'abord notre patrimoine. Sans être nationaliste, je voudrais être un patriote exemplaire. Et mettre dans les actions de les nouvelles sociétés qui vont se créer, prioriser l'actionnariat burkinabé. Après Dano, ce vendredi, c'était au tour des populations de Diebougou de prêter une oreille attentive au programme présidentiel du candidat du CDP. Au lieu du meeting, militants et sympathisants sont là pour l'écouter et lui soumettre aussi leurs doléances se résumant à la sécurité et à l'emploi des jeunes. Et bien entendu, celui qui se présente comme l'alternative pour le Burkina Faso prend l'engagement d'apporter une réponse diligente à toutes ces préoccupations si les populations lui font confiance au soir du 22 novembre prochain. Dans la province du Bazenga, le MP a réitéré son ambition. Premier tour, Ambroise Nyunga, épouse du chef de l'État, qui se sont chargés de marteler encore le concept du Nkukao.
Elle pose le pied dans l'arène de la campagne électorale. Lieu choisi, la commune de Toessé, dans la province du Bazéga. Sika Kaboré, l'épouse du chef de l'État, vient galvaniser les femmes de cette localité à voter le candidat Roch Kaboré. Je voudrais vous dire que j'ai bien reçu votre message. J'irai dire à notre candidat qu'il peut dormir sur ses deux oreilles. Parce que les femmes du Bazéga ont dit que le soir du 22 novembre, c'est un coup KO. C'est le lieu choisi par Niouga Ambroise Ouedraogo, ministre en charge de l'eau, pour expliquer aux militants du MPP le concept du coup KO prôné par le parti. A Roch Marc Kaboré a Roumé et Ninga a Nouwoura. Ti Bonira. Yiwaya tung 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 tung. Nekoda Zuna. Anta a Roch Yoto Kay. Ali Seme. En ces mots, le ministre Niouga Ambroise Ouedraogo explique que le candidat Roch sur un ring a mis KO un lion venu de la jungle. Puis vont se succéder à cette tribune plusieurs intervenants avec le même message. En plus d'installer le président sortant Roch Kaboré à Kosiam, tous appellent à voter MPP pour les législatives afin d'assurer au parti les 2 postes de députés à pouvoir dans la province du Bazéga. Le MPP qu'on retrouve encore, cette fois sa région de la boucle du Mou, notamment dans la Balé, où les candidats aux législatives de la majorité ont appelé leurs militants à se mobiliser pour le 22 novembre prochain. Un meeting au cours duquel ils ont reçu un soutien de poids, celui du chef de l'État. Compte rendu, Abdourazak Traoré. Pour ces législatives, il y a 2 postes à pourvoir dans la province des Balais et le parti au pouvoir veut les rafler au soir du 22 novembre prochain. Et c'est lui, le ministre des Finances, Lassane Kaboré, qui pilote la liste du mouvement du peuple pour le progrès. Pour le lancement de sa campagne, en plus des populations mobilisées, il reçoit le candidat de son parti à la présidentielle. Roch Marc Kaboré revenait de Bobo Dioulasso, où il a lancé ses meetings régionaux. C'était là. Depuis 9 heures, ils sont ici. Donc, c'est un sentiment d'abord de joie, de remerciement, une reconnaissance envers toute cette population mobilisée et tous ces camarades qui sont venus dans nous soutenir. Cela nous prouve à souhait que le coup KO est réel. Le coup KO est réel. Et non seulement le coup KO, mais nous allons faire double coup KO. Parce que nous voulons faire le coup KO à la présidence, mais un coup KO aussi aux législatives. Les 2 députés, nous sommes convaincus que les 2 députés de Balé seront MPP. Le coup KO sur toutes les lèvres ici, les militants s'engagent à ce que ce slogan aille au-delà des intentions. Et tout le monde voit qu'en 5 ans, ce qui a été fait, c'est beaucoup. Donc les gens ils vont renouveler en tout cas leur confiance à notre candidat. En tout cas, beaucoup de choses ont été faites. Nous, les femmes, en tout cas de notre côté, là, il y a eu beaucoup de choses. Donc, on va encore rebeloter. On va voter Roch Marc Kaboré. On va faire un coup KO, 101% dans les Balais. Merci beaucoup. Un meeting provincial là pour commencer, qui a regroupé les 10 départements que comptent les Balais. Les élections, vous le savez, c'est aussi le jeu des alliances, bien sûr, en fonction des stratégies, des intérêts. C'est le cas de figure dans la province du Sanguier où l'ANAFA et l'UPC ont décidé de faire chemin ensemble, surtout pour les législatives. Les candidats ont appelé les électeurs, disent-ils, à prendre leurs responsabilités dans les urnes. Mamounata Kaboré. L'ANAFA et l'UPC mettent dans la main pour ratisser large dans le Sanguier. À Dassa, où les 2 partis sont allés sonner la mobilisation pour plus de députés à l'hémicycle, le message est clair. Les militants doivent assurer la victoire du parti au soir du 22 novembre prochain. Le 22 novembre, je vous demande de sortir massivement, de voter, non pas parce que nous sommes devant vous,
mais de voter votre intérêt. Votre intérêt là, c'est la NAFA et l'UPC. Votre intérêt, c'est ce que nous allons vous proposer demain. Parce que nous sommes convaincus que le Sanguié est une grande province. Et le Sanguié va sortir gagnant de cette affaire-là. Ne vous trompez plus comme en 2015. Les autres partis nous ont dit que 2015 était un match aller. 2020 est le match retour, qu'on les a volés en 2015. Mais je les ai promis qu'en 2020, nous allons les gagner à midi 00, pas à minuit. S'appuyant sur le bilan de la gestion du pouvoir actuel qu'elle peint en noir, la coalition appelle ses militants à prendre leur destin en main en votant utile. Si vous nous votez, c'est pour voter pour vous-même. Si vous votez pour d'autres personnes, s'il y a autre chose, prenez la responsabilité également. C'est ça le vote. Donc chacun a son destin en main. Je voudrais vraiment vous demander cela. Si vous aimez votre fils, son excellence Djibril Bassolé, c'est l'occasion de le prouver, non seulement à partir de Dassa, mais dans toute l'étendue du Sanguié. Leader de la NAFA, l'ombre du général Djibril Bassolé, qui est hors du pays pour des raisons de santé, aura plané sur ce meeting. Dassa, convaincu de la victoire du parti, était déjà en tête. Des pas de Bino y ont été esquissés. À présent, la suite de notre série de portraits consacrés aux candidats à la présidentielle de novembre prochain. Ce soir, nous vous proposons celui de Maître Ambroise Farama, le candidat de l'OPA-BF. L'Organisation des peuples africains Burkina Faso prône surtout la rupture avec le système politique actuel, anti-impérialiste, panafricaniste. Maître Ambroise Farama fut aussi ancien secrétaire général de l'ANEB. Retour sur le parcours de ce candidat, Archimède Boy. Nous ne sommes pas venus en politique pour aller à la mangeoire, affirmait-il dès sa première sortie médiatique en février 2018, après la création de son parti politique OPA-BF, l'Organisation des peuples africains Burkina Faso. Maître Ambroise Farama annonçait ainsi les couleurs du phénix prenant son envol pour amorcer le panafricanisme. Cet avocat de formation veut incarner la rupture avec l'inertie politique. Fils d'un enseignant, Maître Ambroise Farama, né à Ebila Sokro, dans l'est de la Côte d'Ivoire, est titulaire d'un DEA, diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental. Il est aussi titulaire d'un diplôme de cycle à option fiscalité de l'ENAREF, l'École nationale des régies financières. En tant qu'avocat, il intervient dans le dossier de l'assassinat du président Thomas Sankara aux côtés de Maître Bénéwendé Stanislas Sankara. C'est d'ailleurs dans le parti de ce dernier, l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, que Maître Ambroise Farama fait ses premiers pas dans l'arène politique. Mais après l'insurrection et les élections de 2015, les choix et les options de ce parti semblent ne plus convenir à ses aspirations. Il démissionne alors du parti de l'œuf. Il faut attendre 2018 pour que l'avocat remette les pieds dans l'arène politique avec l'annonce officielle de sa propre formation politique, l'OPA-BF. Âgé de 44 ans, cet ancien secrétaire général de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants du Burkina, fait un autre pas à l'occasion du premier congrès ordinaire de son parti. Au terme de ses assises, il est désigné comme candidat de l'OPA-BF pour la présidentielle de 2020. Celui qui prône la révolution des peuples d'Afrique va même se prononcer sans langue de bois sur les propos du chef de l'État français Emmanuel Macron, invitant les chefs d'État du G5 Sahel au sommet de Pau en France, en vue de clarifier leur position sur le sentiment anti-français des peuples de ces États. À partir du moment où il n'a eu aucun égard pour ces chefs d'État africains qui sont ses pairs, eux également ne devraient réserver aucun égard à sa convocation en refusant purement et simplement d'y donner une suite. Des prises de position en phase avec l'idéal de l'Organisation des peuples africains, un parti qui se veut révolutionnaire, anti-impérialiste et panafricain. Il entend mettre fin à tout ce qui relève
de l'ancien système colonial et néocolonial. Il prône une voie endogène de développement basée sur les valeurs africaines d'origine. Investi en août dernier à Bobo-Dioulasso, son dossier de candidature a été validé par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Celui qui a prêté serment depuis 2003 comme avocat au barreau du Burkina veut aussi prêter serment pour être le prochain locataire du palais de Kosiam. Politique étrangère maintenant aux États-Unis d'Amérique après plusieurs jours d'attente, surtout d'angoisse. Eh bien, Joe Biden a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle ce 7 novembre. Il aurait remporté le scrutin, notamment en Pennsylvanie et dans le Nevada, ce qui lui aurait permis d'engranger 290 grands électeurs sur 270 qu'il lui fallait. Je vous propose maintenant le portrait du 46e président des États-Unis d'Amérique. Son ascension jusqu'au sommet de la politique américaine est à l'opposé de celle de son rival. Joe Biden a gravi lentement mais sûrement tous les échelons du Parti démocrate. Issu d'une famille modeste de Scranton en Pennsylvanie, ce diplômé en droit a brièvement exercé comme procureur avant de se tourner vers la politique. Son élection surprise en 1972 a fait de lui l'un des plus jeunes sénateurs du pays. Point de départ d'une éminente carrière à Washington qui court sur 4 décennies. Ses débuts ont été marqués par un drame personnel, la mort de sa première épouse et de leur fille de 13 mois dans un accident de voiture quelques semaines après son entrée au Sénat. Une autre épreuve l'attendra des années plus tard en 2015, le décès de son fils Beau, atteint d'une tumeur au cerveau. Après l'échec de sa première candidature à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 1988, Joe Biden a tenté un nouvel essai 20 ans plus tard, avant de se retrouver éclipsé par Barack Obama, qui, une fois élu, l'a nommé à ses côtés. Le meilleur vice-président que les États-Unis aient connu, selon lui. Infatigable, cet éternel centriste s'est lancé de nouveau dans la course à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle 2020, en ayant pour concurrent toute une série de progressistes. Après un démarrage hésitant, il a remporté une victoire éclatante sur Bernie Sanders, son principal rival à gauche. Sur fond de division au sein de son parti, Joe Biden a entamé sa campagne sans tarder et il a dû très vite se défendre des accusations de corruption concernant les relations d'affaires de son fils Hunter en Ukraine. Mais ce n'était que l'un des angles d'attaque de ses adversaires républicains. Présenté comme un otage de la gauche ou encore moqué pour sa prétendue faiblesse, le candidat démocrate a aussi été raillé par Donald Trump pour avoir tenu des discours de campagne depuis le sous-sol de sa maison. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. On a un type endormi dans le sous-sol de sa maison auquel la presse laisse le champ libre. Joe Biden a pourtant jeté toutes ses forces dans un débat télévisé très violent. La constance de l'un, la volatilité de l'autre, au terme d'une campagne inédite, les électeurs américains devaient départager 2 personnalités aux antipodes l'une de l'autre. Voilà ce qui se passe aux États-Unis et nous allons tenter de joindre maintenant au téléphone notre correspondant aux États-Unis sur place, Hassan Nakro. Bonsoir. Bonsoir. Hassan Nakro, vous êtes à Washington. Au moment où nous parlons, quelle est l'ambiance dans cette ville à majorité démocrate, il faut le dire? Oui, il faut dire que les couleurs de la ville ici à Washington ont complètement changé dans quelques heures. Il y a déjà 3 heures de cela. Les rues principales sont carrément inondées de couleurs des démocrates. On sait que Washington ou Maryland sont pratiquement pour les démocrates, mais depuis hier, ils avaient déjà commencé à fêter la victoire, mais pas de manière intensive. Actuellement, la ville est pratiquement quadrillée, il faut le dire. Tous les rues sont inondées, même les restaurants qu'on avait barricadés par peur des émeutes ont été réouverts. Donc c'est pour dire que l'ambiance a repris. Les pro-Biden ont regagné même la Maison-Blanche parce que la 16e street où j'y suis actuellement, difficile d'y avoir accès. Même la police a du mal à frayer du chemin. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire que la victoire démocrate est entérinée? Oui, à l'heure actuelle, oui, on peut le dire, oui et non, parce qu'à partir du lundi prochain, il faut le dire, la bataille judiciaire va commencer car les démocrates, les républicains, autant pour moi, ont déjà introduit un recours
devant la Cour suprême pour un recomptage des votes en Pennsylvanie où il y a 20 électeurs où Biden vient de remporter avec un écart de 30 000 votes et un recours où un juge de la Cour suprême a déjà validé et le juge a précisé dans la validation de ce recours qu'il ne tient compte que seuls les votes venus après 20 heures. Après 20 heures, c'est-à-dire l'heure de la clôture des bureaux de vote, c'est à 20 heures, mais tous les votes qui sont venus après 20 heures peuvent être mis de côté. C'est-à-dire mis de côté, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les compter. Ce qui n'arrange pas du tout les républicains, il faut le noter, parce que les républicains veulent un recomptage total des votes. Et le juge n'a pris qu'une seule partie, c'est-à-dire une partie qui ne les arrange pas du tout. Donc, on peut dire oui parce que non, parce que la victoire de Biden est déjà proclamée. Même si on reprend les votes au niveau, le recomptage des votes, ça n'arrange pas du tout les républicains. Donc, l'échec est vraiment consommé parce que même au sein des républicains, les leaders ont commencé à féliciter Joe Biden. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on connaît la réaction de Donald Trump, le président sortant? Oui, on connaît la réaction de Donald Trump parce que ce matin, vers 10h, j'étais en Virginie où il y a son terrain de golf, où Biden, plutôt Donald Trump, à la fin, s'est livré à la presse comme d'habitude. Il a juste dit que lui a gagné les élections. Le journaliste lui a posé la question, pourquoi tu dis que tu as gagné les élections? Il dit, je cite, j'ai gagné les élections légaux. Donc, j'ai gagné les élections. Difficile pour lui d'admettre que c'est une défaite pour lui. Et il dit que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que lui et son équipe de campagne ont déjà introduit des recours au niveau de la justice. Et c'est trop tôt pour Joe Biden de proclamer sa victoire. Donc, c'est pour dire que Donald Trump, jusqu'à présent, n'est pas prêt à abandonner la course. Alors, Donald Trump qui est dans sa bulle, mais à vous entendre et entendre tout ce qui se passe aux États-Unis, au risque de me répéter, il n'y a vraiment plus de suspense, c'est terminé. Biden est le 46e président des États-Unis d'Amérique. Oui, c'est terminé. On va aller en termes statistiques, c'est simple. Pour être élu président des États-Unis, on a juste besoin de 270 votes des grands électeurs. Joe Biden actuellement a 290. Donc même si on prend tout le reste, même si on enlève la Pennsylvanie, on donne à Donald Trump, comme la Pennsylvanie, il n'y a que 20 grands électeurs, on ajoute à ces 214 actuels, il se retrouve à 234. Joe Biden, ça fait maintenant plus de 72 ans, il n'avait besoin uniquement que de 6 grands votes des électeurs. C'était suffisant pour lui pour avoir les 270. À partir du moment où on arrive à avoir 270, c'est pratiquement fini pour l'autre camp, c'est-à-dire le camp des républicains. Même les recours, je ne pense pas que ça peut changer vraiment grand-chose. La défaite est consommée pour Donald Trump. Merci Hassan Nakro pour toutes ces précisions que vous nous donnez. Nous étions au téléphone depuis Washington avec notre correspondant aux États-Unis, Hassan Nakro, que nous retrouverons certainement dans les prochains jours pour plus de précisions selon l'évolution de la situation aux États-Unis d'Amérique. Et on revient au Burkina Faso pour parler encore d'élections, notamment de la participation des femmes au processus électoral, un exercice soumis parfois aux pesanteurs socio-économiques et religieuses. La question était au centre d'un forum qui s'est tenu à Bobo du Lasso. Plus de détails, surtout Justin Dabiri. Des leaders coutumiers, religieux et d'opinion de la région des Hauts-Bassins prennent part au forum sur les facteurs socio-économiques et culturels négatifs à la participation des femmes aux élections. Il s'agit pour les organisateurs de ce forum d'identifier les facteurs socio-économiques, culturels et religieux qui influent négativement sur la participation libre et volontaire des femmes aux élections. Vous voyez, en Afrique ici, on trouve que l'homme doit toujours dicter tout à la femme. Voilà, ça veut dire qu'en tant qu'un homme, on dit bon, tu dois aller voter pour telle personne ou telle personne, mais tu ne dois pas voter de ton propre choix de la personne que tu veux. Parce qu'en Afrique, on pense toujours que la femme doit être sous le couvert de l'homme. Donc ce forum, c'est pour amener effectivement ces leaders religieux et coutumiers vraiment à comprendre et effectivement à véhiculer ce message pour que d'ici le 22 novembre, au soir des élections, que toutes les femmes soient effectivement sur le même pied d'égalité pour voter librement. Ce forum organisé par la coalition des associations et mouvements citoyens pour le suivi des politiques publiques CSPP intervient en pleine période de campagne. Selon Gustave Sommet, la campagne électorale ne doit pas empêcher les actions de la CSPP de se mener sur le terrain. Le moment est très bien choisi parce que nous sommes effectivement en période électorale et je pense que toute chose
il faut battre le fer lorsqu'il est encore chaud. En réalité, je pense que c'est la même période, puisque nous sommes effectivement en campagne. Voilà, la campagne ne doit pas empêcher les différentes activités que la société civile mène pour pouvoir amener l'apaisement aux élections, pour pouvoir créer la cohésion sociale et amener les femmes librement à aller voter. Je salue l'initiative à sa juste valeur, compte tenu du contexte actuel. Et il faut dire que l'objectif est vraiment pertinent, du moment où elle permet de mobiliser et de sensibiliser les leaders religieux d'opinion et coutumiers sur les barrières qui freinent la participation des femmes au processus électoral. Cette campagne de sensibilisation initiée par le CSPP se tiendra dans les 3 provinces de la région des Hauts-Bassins, notamment le Houé, le Tui et le Kénédougou. Elle couvrira 12 communes et 36 villages. La coalition des associations et mouvements citoyens pour le suivi des politiques publiques CSPP est un réseau d'associations et d'organisations de la société civile créé en 2016. Toute autre chose est cette soutenance des thèses sur les rapports entre le pouvoir moderne et le pouvoir traditionnel. Un travail de recherche effectué par Prosper Nikima et sanctionné par une mention très honorable. Plus de précisions, Archimède Boy. On vous octroie la mention très honorable. Mention très honorable pour Prosper Yamba Nikema. Il accède ainsi au grade de docteur en lettres modernes au terme d'un exposé et des échanges avec les membres du jury. Un jury qui se montre très critique sur certains aspects de son travail. Un travail conçu sur un corpus de 6 romans burkinabés. Thématique choisie, l'approche du pouvoir politique dans le roman burkinabé, mode de manifestation et d'interférence entre pouvoir traditionnel et pouvoir moderne. Vous utilisez des concepts politiques, vous êtes nécessairement obligé de faire une incursion dans l'histoire des idées politiques pour booster la réflexion. Et ça vous a manqué. Puis arrive le temps où le public doit libérer la salle pour permettre au jury de délibérer. Prosper tente ici de noyer son stress dans les causeries avec ses proches. Je me sens angoissé parce que les critiques étaient nombreuses, mais je demeure confiant donc au résultat parce que c'est un travail d'équipe et d'ensemble. Après quelques minutes d'attente, le candidat et le public sont invités dans la salle. C'est l'heure de vérité, mais aussi l'heure de la délivrance. Les conclusions des travaux de Prosper soutiennent le retour au mode de gouvernance traditionnel. Il ressort que les auteurs la disposent donc de dons prémonitoires. Parce que tous ont non seulement critiqué, condamné, mais ils ont même attiré l'attention des gouvernants fictifs là, de ce qui pouvait les arriver s'ils persistaient dans la malgouvernance. Malheureusement, même dans la fiction donc, les gouvernants n'ont pas donc écouté les conseils donc de ces romanciers là et ont connu des sorts très tristes. Ce résultat est le couronnement de 7 années de travaux de recherche, indique l'impétrant. Et nous poursuivons ce journal avec cette rencontre de cabinet du gouverneur du district 403A3 du Lions Club International. Une rencontre statutaire qui a permis à Djeneba Diallo de dresser le bilan à mi-parcours du mandat 2020-2021 de cette organisation philanthropique. Les détails et les explications, Jacob Zongo, Sotou Justin Dabir. Le bilan à mi-parcours du gouverneur Djeneba Diallo est jugé satisfaisant après un trimestre passé à la tête du district 403A3 du Lions Club International. Une entrée en matière réussie, marquée par des acquis et des réalisations en droite ligne avec les causes principales poursuivies par le Lions Club International. Les travaux se sont bien passés et le trimestre qui vient d'être fait, qui vient de passer, le compte rendu, on a fait beaucoup d'activités. Donc, je suis très satisfaite. Nous avons fait les activités administratives, ça c'est sûr, mais nous avons aussi fait des œuvres. Nous avons commencé par faire le don de sang et ça a été une réussite parce que pendant la saison hivernale, il y a un manque de sang. On a lancé le programme de don de sang. Ça s'est étalé sur 2 semaines et les Lions ont beaucoup donné. Ceux qui pouvaient donner leur sang ont donné. Cette réunion de cabinet qui a aussi fait l'objet de restitution de rapports des différents clubs a permis aux Lions de déceler des insuffisances
dans le fonctionnement de certains clubs. Mais la gouverneure Djenemba Diallo se veut rassurant et entrevoit des mesures de redressement vis-à-vis de ces clubs en difficulté. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement. C'est le manque de reporting, des choses de ce genre. Pour remédier à ça, c'est la formation des officiels de ces clubs-là et puis la sensibilisation et tout, pour que les gens se mettent au travail. Satisfait des progrès énormes déjà enregistrés par le gouvernement en seulement 3 mois de gestion, les Lions se disent convaincus d'une fin de mandat réussie pour l'actuel gouverneur du district 403 A3 du Lions Club International. Le mandat se déroule très bien. Il se déroule très bien parce que lorsque j'examine les grands indicateurs que nous donnons généralement au gouverneur à travers leur plan d'action, et elle est dans les zones de performance. C'est d'abord une gouverneure qui est très courageuse, qui est très engagée, qui a le sens de la responsabilité et qui nécessairement, à la fin de son mandat, aura des résultats au-delà de toute espérance. En tout cas, c'est une de nos gouverneurs, c'est le premier gouverneur et qui va tracer la voie à beaucoup d'autres. La tenue de cette réunion de cabinet est une réponse aux obligations faites à tout gouverneur de tenir au moins 3 réunions au cours de son mandat. En rappel, c'est au cours du 2e congrès du district 403 A3 que le gouverneur Djenemba Diallo s'est vu confier la gouvernance du district par le pays 403 pour le mandat 2020-2021 à la suite d'instructions par vote électronique. Et nous terminons ce journal sur ces questions. Comment produire du lait local en quantité et en qualité, et surtout comment réussir sa commercialisation au grand bonheur des acteurs de la filière. Autant d'interrogations au cœur de la journée du lait local de la province des Balais. Une première édition rendue possible grâce au soutien du PASMED, la plateforme d'action pour la sécurité des ménages pastoraux. Majid Bakouan nous en dit plus. Faire de la filière lait une des piliers du développement économique et de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, c'est la vision de l'association Recidac, la rencontre citoyenne des éleveurs et agropasteurs. À travers ces journées du lait local des Balais, l'association veut promouvoir la consommation du lait local et sensibiliser les acteurs de la chaîne à une meilleure productivité. Si nous voulons, avec la direction provinciale des ressources animales, travailler à faire naître une mini-laiterie ou 2 mini-laiteries, à Boromo, c'est comment on doit faire. Quel est l'état des lieux que les techniciens peuvent nous présenter. Et à ce niveau-là, bon, sur la base de leur expérience, qu'est-ce que nous on doit faire? Comment on doit s'organiser, etc. C'est ce que nous voulons que les éleveurs là entendent. Bon, vous produisez traditionnellement du lait, vos vaches donnent quoi, 2-3 litres par jour. Bon, vraiment, ça là, on ne peut pas aller loin avec ça. Donc maintenant, nous voulons, non seulement au niveau de la production, voir comment on peut être performant, mais au niveau aussi de la commercialisation et de la transformation, comment pouvoir être performant. L'organisation de cette première édition des journées du lait local des Balais a été possible grâce à l'appui financier du PASMEP, la plateforme d'action pour la sécurité des ménages pastoraux. Ce qui a motivé le PASMEP à vraiment montrer son image à cette cérémonie, c'est que l'organisation qui est là sur place travaille en droite ligne avec les objectifs que PASMEP même s'est assigné. À travers, en tout cas, la promotion du lait local au profit vraiment de la population qui se trouve dans cette dite région-là. Les importations sont supérieures aux exportations et à la production locale. Alors que c'est une filière qui est porteuse pour les petits producteurs et les femmes. Alors donc je crois que ce que j'ai vu ce matin est très édifiant. La lutte contre la concurrence déloyale du lait importé passe par la promotion du lait local. Durant 48 heures, des produits laitiers naturels sont mis à la disposition du grand public dans l'enceinte de la mairie de Boromo. Et c'est la fin de ce journal. Au revoir et puis rendez-vous la semaine prochaine.